Merci d'être là. On est en direct live Facebook à nouveau avec notre communauté Magique Maman. J'invite le docteur Deliside Parseval à venir nous rejoindre. Et nous aurons dans quelques minutes l'intervention du docteur Grimberg en duplex, car malheureusement il n'a pas pu être présent aujourd'hui avec nous ici. Mais il a quand même souhaité être là et intervenir pour sa partie. Alors, sur cette deuxième conférence, sur cette quatrième conférence, le vrai débat, c'est qu'en est-il des demandes sociétales d'AMP? Qu'en est-il pour l'autoconservation des ovocytes? Qu'en est-il du recours à l'AMP pour les femmes célibataires? Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut faire avec la gestation pour autrui aujourd'hui en France? Voilà, c'est pas mal de questions qui sont soulevées en ce moment, qui sont dans les deux ministères actuels de Madame Schiappa et Madame Buzyn, et qui sont en cours de discussion. Tant qu'à faire, tu prends les marches, s'il te plaît. Voilà, donc nous avons avec nous le docteur Boyer, en duplex donc le professeur Grimberg, le docteur André Guérin qui a ouvert la journée ce matin avec nous, le professeur Célia Ravel. Malheureusement, le professeur Mayinga ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, et Madame Deliside Parseval, ainsi que Madame Brunet. Et Madame Brunet, ça serait bien qu'elle monte à la tribune. Madame Brunet est On va ouvrir la conférence avec le docteur Boyer, en attendant la liaison avec le professeur Grimberg. Donc, je rappelle aux orateurs qu'ils ont chacun 10 minutes, que à droite, j'ai des petits papiers. À un moment, il y a 5 quand c'est la moitié. 2, 1 top. Courage. Merci. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être là cet après-midi. J'en profite pour bien évidemment remercier Magique Maman et Maya de nous avoir réunis autour de ce thème de l'assistance médicale à la procréation. Et en l'occurrence, comme on était 7, on avait dit qu'il fallait 5 minutes, donc j'espère que je ne déborderai pas des 10 minutes qui me sont accordées. Alors, le thème qui m'avait été demandé de traiter, c'était pour ou contre la congélation ovocytaire. Et c'est donc ça que j'avais, entre guillemets, préparé. Je vais m'en tenir à ça, parce que je pense qu'ensuite, ce que l'on fait des outils et l'impact sociétal que ça peut avoir sera bien évidemment traité par des gens qui ont plus d'impact sur l'évolution des légales ou réglementaires que ne peut l'avoir un praticien de terrain. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui vous faire comprendre, c'est qu'il y a des outils qui existent, qui sont performants et qu'effectivement, on va pouvoir les mettre en œuvre. Ceci dit, outils performants ne veut pas dire non plus solution miracle pour tout. Alors, la congélation ovocytaire, je souhaite vous faire 3 mots d'historique. La première notion qui n'est probablement pas complètement commune, c'est que la congélation, qu'elle soit rapide ou lente, est historiquement avec un démarrage qui est à peu près identique dans les années 80, début des années 80. Il y a eu un essai fructueux en congélation lente, de congélation d'ovocytes avec naissance, qui avait fait la une du Lancet, et qui est resté malheureusement un cas unique, qui fait que pendant 30 ans, nous avons vécu une assistance médicale à la procréation sans congélation d'ovocytes. Et tout ce qui est construit dans notre beau pays, c'est une assistance médicale à la procréation qui exclut la possibilité de congeler le gamète féminin. La première grossesse qui a été déclarée par le mode de vitrification, qui est la méthode qui aujourd'hui doit bien sûr prédominer parmi toutes les approches techniques pour congeler le gamète féminin, elle a été obtenue par Lilia Kuleshova dans l'équipe de Alan Tronson, qui est déjà celui qui avait obtenu la première grossesse avec un embryon congelé, donc d'un centre vraiment expert en cryobiologie. Et ils ont mis au point la vitrification ovocytaire avec des Européens que vous connaissez aussi, puisqu'ils sont italiens, c'est Cristina Magli et
le professeur Gennaroli. Et ça veut dire que d'un point de vue médical, on savait qu'il y avait des choses à faire, mais qu'ensuite il a fallu les mettre en place dans les structures. Et en fait, il y a eu une sorte d'éclair de génie technique grâce à un biologiste japonais, le docteur Masaku Oyama, qui a rendu possible la mise en routine de cette fameuse vitrification ovocytaire avec une survie de la cellule permettant de dire on aura, entre guillemets, à peu près les mêmes résultats que vous utilisiez un ovocyte frais ou un ovocyte réchauffé après l'avoir vitrifié. Et ça, de la même manière que ça révolutionne l'infertilité masculine quand on congèle le gamète masculin parce que les sécos existent, bien évidemment, congeler l'ovocyte, c'est aussi quelque chose qui est utile à tout niveau. Vous savez qu'on a plusieurs casquettes en assistance médicale à la procréation. Il y a celle qui est dans l'urgence de la préservation et en préservation pour répondre aux besoins d'une femme de conserver sa fertilité, quoi de mieux que de congeler ses ovocytes. Il y a le don, on en rediscutera si vous en avez envie, mais dans le don, il est bien évident que là aussi, le fait de pouvoir désynchroniser les contraintes de la synchronisation receveuse et donneuse engendre des fonctionnements qui sont compliqués. Et je pense que ce sera une énorme avancée pour les équipes qui le font. Et je crois que d'ailleurs, professeur Ravel utilise cette nouvelle approche grâce à la vitrification ovocytaire. Et puis, moi, ma spécialité, c'est d'être un praticien de terrain. Donc, je fais de la FIV et de l'ICSI pour les couples qui en ont besoin. Et dans ce cadre-là, j'utilise la congélation ovocytaire pour deux raisons. La première, c'est que aujourd'hui, la stimulation ovarienne fait que nous avons plus d'ovocytes que ce dont nous aurions besoin pour un transfert frais immédiat. Donc, ça justifie aujourd'hui qu'on puisse se dire s'il y a des ovocytes en grand nombre, pourquoi pas en mettre de côté. Ça peut aider certaines femmes, ça peut limiter le nombre de stimulations, et puis bien évidemment, ça va limiter le nombre d'embryons produits, et donc, par là même, le nombre d'embryons conservés, ce qui permettra aussi de répondre à une demande de la société, puisque à chaque fois qu'il y a des états généraux de bioéthique, et ce sera le cas l'année prochaine, on va nous remettre sur le tapis qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'embryons dans les cuves d'azote et qu'il faut essayer de faire un effort pour faire fondre ce stock. Donc c'est assez élégant de garder le gamète féminin qui n'engage qu'un individu au même titre que ce que l'on a fait pour le spermatozoïde. Et aujourd'hui, la technique est opérationnelle. Donc la seule déception qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est que je n'ai pas beaucoup de concurrence. Je veux dire par là que la conservation de l'ovocyte par vitrification est opérationnelle dans de nombreux centres. Elle est mise en place pour la préservation de la fertilité, elle est mise en place pour le don, comme on pourra vous le dire, mais dans le quotidien, pour l'instant, ça tarde un petit peu, et je pense que là, il y a toute une expertise qui va avec, qui devrait être diffusée dans les 100 centres français qui sont capables de vous apporter cet outil technique biologique. Alors, on peut se poser, et là je pense que sociologues et politiques auront à le faire, sur le pourquoi de cette absence de diffusion de la méthode. Est-ce que c'est quand même l'autonomie de la femme qui est en jeu? Est-ce que cette autonomie dérange suffisamment pour qu'en fait on ne libère pas la possibilité? Vous savez qu'on est autorisé à le faire depuis 2011 en France et qu'on voit poindre peut-être pour 2018, voire plus tard, une reconnaissance à la nomenclature des actes de biologie. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est remboursé pour la congélation ovocytaire. Donc, ça va prendre du temps, ça a pris du temps. Il faudra ensuite, du fait de l'autorisation administrative et sa reconnaissance sous forme de nomenclature, que les équipes s'approprient l'outil. Et je souhaite bien évidemment que l'ensemble des centres français soient opérationnels. J'ai un certain nombre de patients, malheureusement, qui viennent de loin pour de la congélation ovocytaire dans les différents items que je vous ai cités, préservation, don ou dans la FIV.
Voilà, donc moi je suis là pour vous apporter une expertise sur ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Je rappellerai, et je terminerai là-dessus, que nous n'allons pouvoir congeler que des ovocytes matures, parce que ceux-là, on sait les utiliser et on connaît le taux de succès que donnent ces ovocytes manifestement de bonne qualité. Quand on les a congelés, ils donnent des enfants en bonne santé. On doit avoir à peu près 150 enfants nés maintenant dans notre système. Et ceci pour vous rappeler que la vitrification ovocytaire ne va garder que ce que vous apportez, ce que la femme apporte. Si malheureusement la réserve ovarienne est épuisée, si malheureusement l'âge vient altérer cytoplasme et chromosomes, la vitrification ovocytaire ne permettra pas d'améliorer les résultats. Donc ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, qui est utile de faire savoir, parce que les nouveautés technologiques sont souvent considérées comme miraculeuses et mises à contribution dans des domaines où en fait elles n'apportent pas forcément de solution. Voilà, je répondrai bien évidemment avec grand plaisir à toutes les questions concernant cette congélation ovocytaire par vitrification que vous souhaiteriez poser, et je vais passer la parole au suivant. Merci beaucoup pour ce plaidoyer très simple. Célia Ravel, en direct de Rennes et du Sécos de Rennes, va continuer sur le même sujet. Est-ce qu'on peut mettre en ligne les diapositives? Donc, avec le point de vue du Sécos. Donc, pour faire défiler les diapositives, tu appuies sur la droite. Ok. Voilà. Pour le moment, il y a un avertissement de sécurité sur l'écran qu'on peut tous lire. Donc, je voulais déjà vous remercier de m'avoir invité à cette journée. Je trouve que c'est très important que le grand public, comme ça, puisse avoir des notions plus précises sur toutes les nouvelles prises en charge que l'on peut leur proposer aujourd'hui, de savoir que... Oui, voilà. Hop. Voilà, donc de savoir un petit peu ce que l'on peut leur proposer dans nos centres. Et moi, la question que je devais traiter aujourd'hui, c'était de parler des limites de la conservation ovocytaire. Donc Pierre Boyer vous a déjà expliqué les principes de cette technique, les avantages et les inconvénients. Et moi, je vais vous présenter les limites. Moi, je fais partie de la Fédération des Sécos. En fait, c'était juste un petit rappel sur ce qu'on appelle les Sécos. Ce sont des 25 centres en France qui fonctionnent de la même façon. Moi, vous voyez, je suis la petite étoile jaune, là, je suis à Rennes, je suis en Bretagne, je suis venue exprès à Paris pour voir. Et la mission des Sécos, c'est d'une part le don de gamètes, donc la prise en charge des patients stériles, que ce soit des hommes ou des femmes, donc des dons de spermatozoïdes ou du don d'ovocytes, mais c'est également la préservation de la fertilité féminine et masculine, et également banque de gamètes, conservation des embryons, et puis on a également aussi une mission de recherche, puisqu'on est tous installés au sein de centres hospitalo-universitaires. Et en fait, moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, et c'est important que dans des journées comme celle-là, qui sont vraiment destinées au grand public, qu'on vous fasse part quand même de cette notion d'horloge biologique. Et j'aime beaucoup présenter cette courbe-là, parce qu'en fait, on voit bien qu'en fonction de l'âge, vous voyez que c'est une courbe qui représente la fertilité en fonction de l'âge de la femme. Donc, à l'âge de 20 ans, on peut estimer qu'une jeune femme a tout son potentiel reproductif disponible, donc elle pourra tomber enceinte très facilement. Et puis vous voyez que 24, 25, ça commence déjà un petit peu à baisser, puis à partir de 30, c'est une chute dramatique. Et ça, je pense que peu de jeunes femmes dans la population générale. Donc là, effectivement, vous assistez à cette conférence parce que vous avez probablement un problème d'infertilité, mais c'est parce qu'on a fait un diagnostic d'infertilité. Mais pour ceux et celles qui ne se savent pas encore infertiles, c'est un message à faire passer qui est très important, qui est de faire attention à cette notion d'horloge biologique. Parce qu'à partir de 30 ans, la fertilité va diminuer de façon inéluctable. Et
Pourquoi j'en parle? Parce que effectivement, c'est très actuel, ça. C'est quelque chose qui est évoqué d'une façon tellement optimiste par un certain nombre de médias qu'on vous propose, voilà, de bloquer votre horloge biologique, de la stopper le temps de continuer votre carrière, d'avoir votre poste, et puis après de pouvoir revenir à votre projet de bébé alors que vous avez déjà plus de 40 ans. À 40 ans, une jeune femme se sent toujours très jeune. Mais en réalité, à 40 ans, une femme est déjà très vieille. En tout cas, au niveau de ses ovaires. C'est triste à dire, mais en tant que femme, je peux me permettre de vous le dire. Quand j'ai eu 40 ans, je me suis sentie très vieille. Donc, voilà moi, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est attention à tout ce qu'on peut entendre et voir sur Internet. Attention à toutes ces propositions. Vous avez des employeurs prestigieux qui proposent à leurs employés de préserver des ovocytes sous prétexte que la vitrification, ça marche bien, qu'on peut congeler vos ovocytes et que donc du coup, on va pouvoir bloquer votre horloge biologique. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la vitrification ovocytaire, Pierre vous en a parlé, c'est quand même pas si simple. C'est pas si simple parce que ça implique déjà le prélèvement des ovocytes. Vous voyez, je vous ai montré en haut, je ne sais pas si on peut indiquer avec un... C'est un peu compliqué. L'image du haut, vous voyez un bel ovocyte, intact, frais. Vous voyez, c'est une seule cellule, c'est une grosse cellule. L'ovocyte, c'est la plus grande cellule, la plus grosse cellule du corps humain. Elle est constituée d'un cytoplasme très abondant qui la rend extrêmement fragile. Et ce cytoplasme, quand il est congelé, il est extrêmement fragile. Et quand on le congèle, vous voyez, je vous ai mis deux photos en bas de la diapositive, ce sont 2 ovocytes vitrifiés. Et vous voyez que le cytoplasme s'est rétracté. C'est ce cytoplasme qui est très sensible à toutes ces modifications. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, dire que la vitrification fait des miracles, d'accord, mais il faut déjà les prélever. Ça veut dire que la patiente doit quand même avoir un cycle, plusieurs cycles de stimulation hormonale, plusieurs cycles, parce qu'il en faut suffisamment pour avoir des chances d'obtenir une grossesse. L'utilisation en FIV, on le sait bien, c'est en moyenne 30%, voire 40% de taux de grossesse. Et puis, il y a toujours des problèmes techniques qui peuvent arriver, des cellules qui peuvent se liser et qui font que, malheureusement, il n'y aura pas d'ovocytes conservés. Donc, le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut congeler des ovocytes, mais ce n'est pas si simple. Il ne faut pas que ça devienne une façon de stocker ces ovocytes comme on stockerait des boîtes de conserve. Par contre, au SECOS, effectivement, on est tous en train de développer des plateformes de préservation de fertilité et dans le cadre d'indications médicales, on peut être amené à proposer à des jeunes femmes de congeler leurs ovocytes, mais dans des cas bien précis, dans des cas dont on sait qu'elles seront à risque de développer une insuffisance ovarienne prématurée. Donc là, dans ces cadres-là, effectivement, les patientes peuvent bénéficier d'une préservation ovocytaire parce qu'on estime qu'il y a plus d'avantages à lui faire prendre des risques d'une préservation ovocytaire que de la laisser voir sa réserve ovarienne s'altérer trop rapidement. Donc c'est plutôt indiqué chez des patientes qui sont très jeunes, qui ont 20 ans et qui, à 20 ans, dont on sait que en 2-3 ans, leur réserve ovarienne peut diminuer de façon drastique avec une courbe qui s'avance beaucoup par rapport à celle que je viens de vous montrer. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes, je vous ai mis quelques étiologies, quelques maladies dont on sait qu'elles vont entraîner des insuffisances ovariennes prématurées. Donc si on fait le diagnostic chez les petites filles, on peut être amené à proposer des préservations ovocytaires si nécessaire. Mais surtout, je voudrais profiter de la possibilité que j'ai, de cette parole que vous me permettez d'avoir vis-à-vis des jeunes femmes, c'est que la congélation des ovocytes ne peut pas permettre d'arrêter l'horloge biologique. Et que, effectivement, si on peut faire une pause professionnelle pour faire son bébé, ça c'est possible. Par contre, faire une pause de l'horloge biologique et décaler son projet de bébé, je pense que c'est vraiment pas le message qu'il faut faire passer, alors que c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup sur Internet aujourd'hui. Voilà, je voulais vous remercier.
Merci beaucoup pour cette clarté et surtout le fantasme qui apparaît en disant je vais donner mes ovocytes et ça sera facile et il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est bien de dire que le il n'y a plus qu'à, c'est pas tout à fait vrai. André, merci d'avoir ce matin lancé les débats. À moi de te lancer maintenant. Donc sur pour ou contre la préservation de la fertilité avec l'expérience d'Ivy. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, maintenant je suis orateur, il va falloir que je tienne le temps imparti après l'avoir fait respecter à mes collègues. Et donc moi je vais me situer dans une zone d'expérience, une expérience étrangère, une expérience espagnole, puisque la loi espagnole autorise la vitrification ovocytaire pour essayer de bloquer l'effet du temps. Et on l'a appelé de vitrification sociale, une pratique qui vient s'inscrire dans le fait que, comme Pierre Boyer l'a expliqué, cette congélation ovocytaire a fait des bonds de géant et a permis d'immobiliser une cellule sans l'abîmer. Et on a les preuves que cette cellule est vraiment très très peu altérée par cette technique. Alors, vous savez, on vous l'a répété toute la journée, Alexandra Izquierdo vous en a parlé, l'ovocyte vieillit et l'ovocyte fait des erreurs. Et c'est vrai que la race humaine, on est peu fertile à 25 ans. Il ne faut pas croire que pour le cycle de la femme, notre taux de grossesse est très élevé. Si on compare les souris, si on compare les lapins, le taux de grossesse des humains est très bas dans l'échelle des mammifères. On est à simplement 25% de grossesse par mois de la femme à 25 ans, quand monsieur va bien, madame va bien, et qu'ils ont une sexualité équilibrée. Mais tout se dégrade quand on passe les 35 ans chez la femme. Les femmes sont jeunes, les femmes travaillent, les femmes sont dans la vie. Elles n'inventent pas des situations, elles vivent dans une société qui est en train de leur donner l'égalité avec les hommes. Et elles se retrouvent dans une situation où elles conçoivent plus tard leurs enfants. Et à 40 ans, les traitements se rendent compte que les résultats sont mauvais et que les embryons sont altérés. À 20 ans, donc, une réserve ovarienne que vous voyez stigmatisée ici, qui est importante. La qualité de l'ovocyte est bon, mais à 35 ans, ça se dégrade. Et à la ménopause, on n'a plus d'ovocytes. Et puis le constat de voir que les techniques de procréation médicalement assistée, même si on peut y rajouter des sophistications comme ces techniques de sélection de l'embryon pour éliminer l'embryon déséquilibré sur le plan chromosomique, et bien quand même, la fertilité des humains s'effondre à 40 ans. Alors, que se passe-t-il, puisque ma collègue vous a parlé de cette situation, mais c'est pas que les femmes inventent les choses, les femmes vivent des choses. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on se rend compte que l'âge de la première maternité recule. Ce n'est pas qu'un phénomène européen de société nantie, une société à l'américaine, dans les pays riches, c'est aussi dans les pays pauvres que cet âge de première grossesse recule tout doucement, inexorablement. Et c'est vrai qu'il faut prévenir les femmes, il faut les informer sur cette dégradation de la qualité de l'ovocyte et les inciter quand elles le peuvent à être maman avant 35 ans. Mais les femmes rentrent dans la vie active. Aujourd'hui, elles font des études. Elles revendiquent aussi une place pour concevoir. Donc, les demandes d'AMP de la femme de 38-40 ans ont augmenté. Et comme on en avait parlé ce matin, au niveau européen, au niveau des États-Unis, on voit que beaucoup de femmes se retrouvent à 40 ans sans enfants et elles vont faire appel à des dons d'ovocytes, à utiliser l'ovocyte d'une autre femme. Alors, je vous ai mis ça, pas pour faire une diapo compliquée, mais pour vous dire que les pays d'Amérique du Sud, voilà, sont des pays en voie de développement. Et tout doucement, même au Mexique, le décalage de l'âge de la première maternité. Alors, bien sûr, c'est pas l'Europe où certains pays ont passé les 30 ans. L'Espagne a passé 32 ans pour l'âge de la première maternité. C'est le pays le plus décalé par rapport à cette situation. La France, on est un peu en dessous de 30 ans quand même. Mais dans les pays en voie de développement, on voit que inexorablement, l'âge de la première maternité est repoussé. Donc on se pose des questions, on se dit mais où ça va s'arrêter? Parce que si on continue à rajouter par décennie 2 ans de décalage, est-ce que les femmes dans 20 ans vont concevoir à 50 ans? Non, bien sûr, il ne faut pas qu'on en arrive là, mais il faut prendre conscience et prendre des solutions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet ovocyte qui est l'accusé du jour, pourtant c'est lui qui fait tout le boulot, pratiquement tout le boulot, il présente des anomalies aujourd'hui que détectent des machines sophistiquées. Il est déséquilibré dans sa formule chromosomique.
Et c'est très fréquent, à partir de 40 ans, le taux d'anomalie va s'élever de façon phénoménale. Et on voit ces courbes un peu partout qu'on montre, où on voit qu'à partir de 38 ans, eh ben, le pourcentage d'embryons anormaux, qu'ils soient naturels ou produits par des techniques artificielles, va augmenter de façon phénoménale. Et trouver un embryon normal, non trisomique, non altéré à 40 ans, devient très difficile. Alors, si on continue, il y a des courbes qui montrent que les anomalies s'accumulent. Et puis, ce qu'on montre aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes arrivent dans des centres de procréation médicalement assistée, non pas à 30 ans, mais elles s'en occupent à 38-40 ans. Du coup, au total, Pierre nous a parlé d'une technique qui a un cheminement très ancien, qui n'est pas du tout nouvelle, mais grâce à un Japonais il y a quelques années, on est passé d'une technique de recherche à une technique faisable et reproductible qui permet d'immobiliser l'ovocyte sans l'altérer. Et nous, on a une chance inouïe. On a une chercheuse qui a dédié sa carrière à la congélation ovocytaire. Elle s'appelle Anna Kobo. Et elle a dédié tout son travail à améliorer ces techniques avec les Japonais pour obtenir qu'un ovocyte frais soit pratiquement égal à l'ovocyte vitrifié. Alors, c'est ces premières études où on a montré de façon extraordinaire que quand on congelait un ovocyte, déjà de le décongeler, eh bien, on perdait très peu d'ovocytes. Et puis de remarquer que quand il était utilisé, eh bien, son taux de fertilité se maintenait, on avait des grossesses, on avait des bébés, et vous allez voir, en bonne santé. Alors, est-ce qu'on essaye d'éviter ces embryons qui ont des anomalies chromosomiques, mais est-ce que la technique elle-même de vitrification ne pourrait pas altérer la cellule et pourrait pas augmenter les anomalies chromosomiques? Eh bien non, Anna Kobo, dès 2011 et Forman en 2012, ont bien montré que la technique est neutre et ne déséquilibre pas le fonctionnement des chromosomes. Et puis, c'est bien gentil tout ça, mais et les enfants alors? Est-ce qu'un enfant qui vient de ces cohortes d'ovocytes vitrifiés aura le même futur qu'un enfant qui est conçu naturellement? Eh bien, il faut travailler là-dessus. Et là aussi, pas mal d'études sont arrivées, il faut continuer. Et des études rétrospectives avec plus de 900 enfants, 200 enfants. Et Anna, en 2014, 1027 enfants qui ont été comparés aux enfants FIV obtenus avec les ovocytes de la personne sans vitrification. Et il n'y a pas plus de malformations, il n'y a pas plus d'anomalies dans ces enfants. Bien sûr, c'est un début, il faut continuer à travailler sur la sécurité de l'enfant. Alors, on a parlé de ces traitements, oui, ce n'est pas de l'homéopathie que de faire une stimulation ovarienne. Mais depuis quelques années, on a essayé d'évaluer le risque des complications de cette technique. On stimule mes ovaires, on me fait une ponction. Eh bien, les hémorragies aujourd'hui, c'est pratiquement rien. Oui, je peux avoir des douleurs, mais ça a été vraiment très diminué. Et il y a une complication très grave qui s'appelle la torsion ovarienne. Et vous voyez qu'on est arrivé à la réduire de façon phénoménale. Alors oui, on stimule mes ovaires, mais on risque d'hyperstimuler mon corps. Et j'ai appris que c'était très grave. Si ce corps s'hyperstimulait, eh ben, on m'a même dit qu'il y avait des gens avant qui pouvaient en mourir. Et la révolution, c'est que dans la pratique des médecins, on vous en a parlé beaucoup ce matin, quand on stimule les ovaires aujourd'hui, on utilise des nouveaux produits qui bloquent l'ovulation, ils s'appellent antagonistes, et on peut déclencher l'ovulation avec d'autres produits qui s'appellent agonistes. Et là, on a réduit de 90% les hyperstimulations. Il y en a pratiquement plus. Donc, attention, j'ai 40 ans et on me parle aussi du risque de cancer du sein. Et là, c'est vraiment un petit peu difficile d'y voir clair. On a beaucoup d'études, une qui dit « Ah oui, les hyperstimulations pourraient augmenter le risque de cancer du sein », d'autres non. Mais quand même, les dernières études qui viennent d'arriver avec des cohortes énormes ont l'impression de montrer que c'est neutre quand c'est bien fait, quand c'est fait avec des doses raisonnables. On a l'impression qu'il n'y a pas d'impact sur la maladie grave et l'incidence du cancer du sein. Alors, pour ce qui est de cette technique, les Américains ont reconnu il n'y a pas tant de temps que ça qu'elle n'était plus une technique de recherche et qu'on pouvait l'appliquer. Et puis, au niveau de l'Europe, mais pas l'Europe des politiques, l'Europe des personnes impliquées dans les traitements de la fertilité. Les infirmières, les sages-femmes, les gynécologues, les biologistes, les psychologues qui travaillent au niveau d'une commission qui s'appelle l'ECHRE et qui organise un congrès européen pour essayer d'avancer tous ensemble, ont fait un rapport sur la vitrification ovocytaire comme technique de préservation de la fertilité et l'effet du temps. Et là, la conclusion de ces experts ont été l'ovocyte vitrifié peut être considéré
considéré comme un ovocyte frais. Le temps reste un facteur gonadotoxique et réduit la fertilité humaine. Les arguments contre l'utilisation de cette technique, éviter l'effet du temps et permettre de concevoir plus tard, quand ce n'est pas possible autrement, ne sont pas valides. Il faut informer les patientes sur leur possibilité d'avoir une grossesse plus jeune quand elles le peuvent, mais il faut aussi ne pas donner de faux espoirs. On ne donne pas plus de fertilité. On immobilise un ovocyte à 36 ans et il va pouvoir donner le capital de fertilité d'un ovocyte de 36 ans. Et puis c'est bien gentil de dire « je vitrifie vos ovocytes ». Il faut que je vous donne les résultats de mon centre pour que vous voyez en termes de bébé à quoi ça correspond. Alors les résultats, c'est à Nakobo, il y a 2 ans, on s'est aperçu que dans la littérature, beaucoup d'équipes travaillent sur le sujet. Mais quand les femmes posaient la question « Attendez la docteure, en termes de bébé, ça me fait quoi, moi, 7 ovocytes à 36 ans ?» Eh bien, on vous répondait « Ah oui, celles qui ont vitrifié les ovocytes en fécondation in vitro, je peux vous dire ça. À celles qui l'ont fait peut-être parce qu'elles avaient un cancer et tout, je peux vous dire ça. » Mais la réponse des femmes, c'était « Non, non, moi je ne vous dis pas ça, docteur, vous n'avez pas bien compris. J'ai 36 ans, mon travail là, je fais des études, je viens de me séparer de mon ami, je sais que l'ovocyte sera moins bon à 40 ans, je fais une préservation, je veux les statistiques des femmes comme moi qui ont préservé pour éviter l'effet du temps. J'aimerais savoir, ces femmes-là, en termes de bébés, est-ce que vous pouvez me répondre? Et peu de gens pouvaient répondre à la question parce que moins de 10% des femmes qui avaient déjà congelé leurs ovocytes les avaient décongelés pour les utiliser. Du coup, on a fait un travail de démarrage. Et là, on s'est centré sur cette fameuse préservation, on a appelé sociétale, mais à mon avis, ce n'est pas le mot adapté pour éviter l'effet du temps. Et là, on a regardé dans les statistiques d'IVI sur 10 ans que si la préservation de l'ovocyte dans les programmes de cancérologie restait stable, eh ben, la demande pour ces cycles de préservation augmentait de façon phénoménale à IVI. Quand on regardait un petit peu, quand on fait un bilan pour faire ces traitements, on vous fait un mini-bilan comme pour faire une FIV et on peut découvrir que vous avez des problèmes gynécologiques. Quand on regardait la proportion des femmes qui n'avaient que l'effet du temps comme facteur et qui n'avaient pas d'autres maladies, on voit que c'est très dominant, à plus de 95%. C'était la première étude et on voulait savoir à quel âge les femmes allaient le faire. Et vous voyez que le pic est autour de 37-38 ans. Je vais vous expliquer pourquoi ça serait mieux que ça soit plus jeune. Et que ces femmes-là étaient autour de un peu avant la quarantaine, peut-être un petit peu trop tard. Et ces femmes, quelles sont-elles? Eh bien, les Françaises, 90% étaient célibataires. Dans cette étude, on n'avait pas du tout voulu étudier cet aspect sociologique, mais ce qu'on s'est aperçu quand elles revenaient, eh bien que 60% avaient retrouvé un partenaire. C'est peut-être juste le temps dont les femmes ont besoin pour avoir le partenaire qui sera le père de leur enfant. Être aussi sur le plan du travail, pouvoir travailler et justifier d'être à l'égal des hommes. Ce n'est pas des choses farfelues comme on a dit, elles vont arriver à 55 ans, elles feront utiliser leurs ovocytes quand elles seront des grands-mères. Non, ces femmes-là ont été très raisonnables. Alors ces femmes, elles ont toutes les professions. Bien sûr, c'est surtout des femmes qui ont fait des diplômes, qui ont passé du temps sur les bancs de l'université, mais elles se diversifient, elles sont dans plus de tous les métiers. On avait les patientes françaises qui sont réparties ici, mais on a aussi toutes les patientes européennes qui viennent. Et au départ de ce système, les femmes faisaient plutôt une préservation, rarement elles en faisaient 2. Et puis on avait dit, il faut quand même voir par tranche d'âge quel est le nombre d'ovocytes qu'on peut obtenir avec un cycle de ponction. Et vous voyez que quand on est dans les 36-40 ans, c'est pas si élevé. On ponctionne entre 8 et 10 et non pas 15 ou 20. Et que les ovocytes dont a parlé Pierre Boyer, qui sont capables d'être vitrifiés, ça fait que 6. Oui, c'est un peu décevant sur le nombre qu'on peut obtenir par cycle. Et donc, quand on avait dit des femmes, elles seront farfelues, elles seront excessives, elles vont faire n'importe quoi, arrêtons. Il faut parler des choses qui sont prouvées. Dans ce programme-là, 150 femmes, elles ont été extrêmement raisonnables. Elles ne sont pas revenues 15 ans après demander leurs ovocytes. Elles sont venues, la majorité, dans les 2 ans, juste le temps de se réorganiser pour devenir maman. Et puis, on a bien vu que quand même, dans les statistiques, dans cette première étude, quand on a moins de 35 ans, l'arrivée du bébé est beaucoup plus faisable quand on a plus de 36. Donc quand même, inciter les femmes à faire ça un tout petit peu plus tôt. Alors la première étude était très euphorique, c'était l'étude des 135 personnes. Et là, on a vu que, je ne le vois pas de loin, mais on dira qu'on a séparé les 2 groupes, avant 35, après 36. Mais on voit que dans le groupe moins de 35, si on a 10 ovocytes,
on a 60% d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué là ? Ça, c'est aussi une préoccupation des femmes. Les femmes n'ont pas envie qu'on leur parle de grossesse, de fausse couche, d'implantation. Les femmes ont envie qu'on leur parle de bébé. Ce qui m'intéresse, c'est une famille, ce n'est pas un concept, docteur. Du coup, on a essayé dans cette étude de faire le taux cumulé de bébés vivants dans mes bras quand j'ai utilisé mes ovocytes et que je les ai décongelés, que j'en ai fait des embryons. Et vous voyez qu'ici, dans ce schéma, par exemple, pour une femme de plus de 36 ans, avec 10 ovocytes, on a un pourcentage qui tourne autour de 30% d'avoir un bébé à la maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'étude était au départ de 150 femmes qui avaient décongelé. Maintenant, on en est à 500 qui ont décongelé. Et du coup, on va rencontrer les moins bons cas, les cas qui marchent moins bien. Et du coup, la statistique est moins euphorique. Quand on passe, vous voyez la barrière des 36, eh ben les fameux 10 ovocytes ne donnent plus 30 ou 40% de bébés. On est plutôt dans les 15%. Donc, on va dire qu'il y a aussi des gens qui ont voulu voir, en définitive, si c'était jouable sur le plan financier, à savoir de laisser une femme concevoir sa vie sans intervenir, et si elle n'a pas pu, comme nous a dit notre collègue, avoir un bébé avant 35 ans, la laisser tranquillement aller jusqu'à 40, et si à 41, elle rencontre l'ami de sa vie, l'homme qui sera le père de ses enfants, lui faire une FIV contre une jeune femme qui ferait éventuellement une préservation à 36, et qui, dans cette situation de doute, préfère préserver sa fertilité, eh bien, il n'y a pas photo. Maintenant, on sait que sur le plan économique, les modèles prouvent qu'il vaut mieux intervenir que de laisser les femmes abandonnées dans ce parcours de vie. En pratique, je vais peut-être aller un peu plus vite, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut informer les femmes sur la réalité de la situation, leur donner des vraies statistiques. La conclusion que vous avez compris aussi, c'est que plus j'ai d'ovocytes conservés, plus j'ai de taux de succès d'avoir un bébé à la maison. Il faut bien expliquer comment ça se déroule. Et puis donc, moi je pense que la technique de préservation au travers de la vitrification, pour raison sociétale, est sûre. Je pense qu'elle est efficace. Je pense que c'est légitime pour les femmes aujourd'hui de pouvoir y accéder. Les comités scientifiques européens disent la même chose. Après, au pays de décider si on doit l'aider sur le plan financier ou pas. Et les dernières études nous permettent d'informer les femmes sur la sécurité de la technique. Et puis vous voyez, les décideurs aujourd'hui, en France, c'est Emmanuel Macron qui a promis beaucoup de choses, mais on va voir ce qu'il va donner. Et les décideurs aussi doivent se positionner par rapport à ces techniques. Bien sûr, le moyen le plus rapide d'être maman, c'est quand on le peut et quand on a rencontré le prince charmant. Être maman avant 35 ans, c'est le meilleur moyen et c'est vrai que c'est le plus naturel et probablement le plus sûr. Mais tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir rencontrer l'homme de sa vie au bon moment, avec un travail, avec une vie sociale, une vie familiale épanouie au bon moment. Donc, je crois que les femmes rencontrent aussi les problèmes de célibat prolongé. Et moi, je pense aussi qu'il faut avoir une vue éclairée sur la chose. Ce n'est pas un supermarché des ovocytes. C'est pas quelque chose qui crée un problème. C'est en regard d'un problème, une technique qui peut apporter un plus. Et bien sûr, je remercie tous les gens qui travaillent avec moi à Ivy et vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir invité. Donc là, on est sans nouvelles de Michael Greenberg, qui doit être perdu quelque part dans les ondes, à moins qu'on ait la technique, non, il n'y a toujours rien derrière. Bon. Geneviève, donc Geneviève Deléside-Perceval, qu'on ne présente plus, qui a un long engagement dans la PMA, et qui est psychologue, psychanalyste et plein de choses. Comme tout le monde, tu as 10 minutes, même si je te laisserai bien partir plus, mais après on va dire que c'est pas juste. Merci, bonjour. Merci à Laetitia de m'avoir invité. Alors, les quelques mots que je vais vous dire viennent de deux sources. La première, c'est celle de mon expérience clinique. Je suis psychanalyste. Je n'ai aucune expérience clinique. Si, j'ai eu un cas d'une femme qui a utilisé ses ovocytes autoconservés. Mais en revanche, j'ai suivi beaucoup de patientes qui ont recouru au don d'ovocytes et qui regrettent, qui déplorent que de leur temps, c'est-à-dire 3 ans avant, elle n'ait pas pu avoir accès à l'autoconservation. Et c'est quelque chose qui est très fort, notamment dans le groupe de parole que j'anime.
Et la deuxième source de ce que je vais vous dire, c'est pas long, soyez tranquilles. C'est une recherche que j'ai menée avec plusieurs collègues, dont Dominique Mel, ici présente, dans le cadre du Centre d'études cliniques de l'hôpital Cochin, sous la direction de Véronique Fournier, avec Laurence Brunet, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous avons vu un certain nombre de femmes pendant 2 ans. Enfin, je passe sur le protocole. En tout cas, pour ma part, je pense que ce protocole d'autoconservation, en tout cas tel qu'il est prévu par la loi française, est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Alors, en ce qui concerne, je ne connais pas la loi espagnole. En tout cas, la loi française, il est très clair, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, en tout cas les Français, c'est que ce protocole a été pensé, ce protocole d'autoconservation sociétale a été pensé pour trouver des donneuses. Le point négatif que je critique, c'est une forme de chantage, un peu du donnant-donnant. Au motif d'augmenter le nombre de donneuses, le protocole amalgame malencontreusement, à mon sens, 2 démarches de nature différente, le don d'une part et l'envie de conserver de l'autre. Parce qu'on a assez peu parlé là jusqu'à présent des donneuses. Il y a des femmes qui peut-être voudraient donner sans... Et on leur dit, si vous donnez, vous aurez un plus qui sera l'autoconservation. Enfin, on voit tout de même que le don n'est pas si simple. Alors, le résumé en termes un petit peu philosophiques, quel est le nerf de la guerre, si j'ose dire, de ce protocole? Il tourne autour de la question du temps. Si vous autoconservez des ovocytes, vous disposez d'un temps supplémentaire, d'un temps qui prend la forme de la métaphore, enfin de la réalité de la métaphore de la congélation. Alors, un mot sur la congélation. Dans nos domaines, tout le monde sait ce que c'est que la congélation, parce qu'on a l'habitude notamment des embryons congelés après FIV, mais c'est pas le même temps. Dans les embryons congelés, c'est un temps potentiel. C'est-à-dire que l'adjectif potentiel montre que tout est là avant la congélation, et quand on décongèle, on retrouve ce qu'on avait mis au départ, si j'ose dire, de manière un petit peu triviale. Tandis que dans l'autoconservation, c'est un temps possible. Alors, je ne dis pas ça pour jouer sur les mots, c'est que possible, vous avez une possibilité, vous aurez une possibilité, vous avez déjà... d'utiliser ces ovocytes, mais c'est pas certain. C'est pas de la potentialité d'ovocytes, c'est une possibilité de... ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait... pour que l'ovocyte congelé donne un bébé, il y a 3 conditions. Il faut d'abord que les ovocytes ne perdent pas de leur qualité à la décongélation. Je reviens sur ce qu'a dit Madame Ravel sur la fragilité du cytoplasme. Il faut qu'il supporte bien la décongélation, qu'il soit évidemment fécondé par un spermatozoïde et qu'il se nide bien chez une mère qui est souvent pas très jeune en termes biologiques. On a vu qu'à partir de 36 ans, c'est un peu là. Bon. Voilà. Alors, ce qui me semble à travers mon expérience, c'est que il faut tout de même être très prudent quand on aborde ce protocole, parce qu'en cas d'échec, on dit qu'il faut mettre tout sur la table, il faut aussi mettre la possibilité d'échec. Je pense qu'en termes psychologiques, le deuil de la maternité sera d'autant plus difficile que la future mère, la mère possible, pensait avoir souscrit une sorte de quasi-assurance, une sorte de procrastination légitime. Voilà. Rien n'est, c'est pas une potentialité, mais une possibilité. Alors, néanmoins, ça c'était la mauvaise idée, mais la bonne idée, c'est que, évidemment, enfin, ce qui me paraît assez évident, d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti de notre recherche, c'est que ça permet, l'autoconservation permet de ne pas avoir à recourir au don d'ovocytes. Alors, je ne veux pas dire que le don d'ovocytes, c'est une catastrophe, mais tout le monde préfère procréer avec ses gamètes. Enfin, c'est tellement évident que ce n'est pas la peine de développer. Donc voilà, ça évite ce parcours complexe et psychologique et médical de recours à la FIV par don. Et puis,
pour finir, on ne l'a pas tellement dit, mais c'est plus sociologique, c'est que ce protocole permet de libérer les femmes de cette pression du temps qui passe, de ce temps imposé. Il faut procréer avant 35 ans, en même temps il faut faire carrière avant 35 ans. Bon, et pour finir, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que de toute façon, les femmes, vous, si c'est votre cas, n'abuseront pas du tout, n'utiliseront pas ce protocole n'importe comment. Nous n'avons pas vu, par exemple, de femmes qui voulaient procréer à 50 ans. Nous n'avons pas vu de femmes qui disaient que c'est une manière d'avoir des enfants seuls. Enfin, c'est un protocole qui s'adresse à des gens responsables, ce que vous êtes. Donc, fausse bonne idée pour finir, bonne idée, mais à utiliser avec discernement. Merci. Bien, donc on a le plaisir d'avoir comment on dit, en duplex, Michael Greenberg. Michael, tu entends? Oui, très bien. Eh bien, écoute, tu as la parole. Vas-y, lâche-toi. D'accord. C'est à moi, j'entends. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous m'entendez tous? Oui, on t'entend. Ok. Du coup, le but, c'était qu'on discute un peu des problématiques par rapport aux lois de bioéthique, etc. Ouais. Tu sais pas pourquoi tu es là. C'est ça, hein? Bah oui, effectivement, c'est ça. Et donc, tu avais initialement, tu inaugurais la table ronde et puis après, les suivants débattaient. D'accord. Du coup, tu vas la clore. Bon, écoute, je crois que ces lois de bioéthique, il faut quand même en attendre des grosses avancées pour nous, parce que c'est vrai que, alors, j'ose espérer qu'on ira dans le bon sens à la fin, même si effectivement le gouvernement a l'air de pas être très très pressé de changer les choses. Mais c'est vrai que d'un point de vue AMP, et moi j'ai juste à voir mes consultations quotidiennes, c'est un nombre de patientes qui viennent avec des demandes qui peuvent paraître finalement farfelues au vu de ce qu'on est autorisé à faire. Mais on s'aperçoit que le nombre de patientes homosexuelles, le nombre de patientes qui veulent faire des enfants en étant célibataires, et le nombre de patientes qui veulent congeler des ovocytes pour elles-mêmes, c'est quelque chose qui est croissant, en tout cas qui est en train de se démocratiser. Il y a de plus en plus de gens qui vont voir les médecins pour ce genre de demande. Et c'est vrai que la loi actuelle n'est pas du tout adaptée à la société. Il y a des demandes de la société qui ne correspondent plus du tout à ce qui est autorisé. Les lois de bioéthique sont révisées, je dirais, entre guillemets, que les 5 ans. Que tous les 5 ans, ce qui paraît, au vu des progrès qu'on peut être amené à faire, ce qui paraît un rythme bien trop faible, parce que si on prend par exemple le cas des analyses génétiques sur l'embryon, on voit que ça a considérablement amélioré les taux de succès en AMP, notamment chez les femmes les plus âgées, pour éviter de perdre du temps et de remettre des embryons qui ne sont pas génétiquement bons à être mis. Donc la majorité des pays un peu développés sur l'assistance à la procréation ont été vers un accueil positif de cette technique et ont autorisé quasi immédiatement cette technique, parce qu'elle apporte un service rendu qui est non négligeable pour les patients. Et nous, on va en être à discuter pendant X temps, en attendant que les lois de bioéthique soient amenées à être modifiées. Et on va continuer à faire perdre du temps à nos patients et faire perdre des chances à nos patients. Donc je crois qu'on est dans un pays qui n'est absolument pas adapté aujourd'hui aux évolutions de ce qu'il peut y avoir en termes de reproduction, et ni même à la demande de ce qu'il peut y avoir en termes de reproduction. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est pour nous, médecins de la reproduction, un vrai frein. Et c'est vrai que ce qu'on avait entendu de la part du candidat Macron était plutôt très favorable. On verra si ça va se concrétiser en tant que président Macron, mais ça a l'air d'être déjà un petit peu compliqué, parce qu'il y a quand même des gros lobbies derrière, et c'est pas si simple que ça. Bien, merci Michael. D'autres, à part ce constat où on va se dire que, bon, si, soyons positifs, 2018 sera une bonne année, allez.
Non. Alors, elle le sera en termes de pourparlers pour les lois de bioéthique, parce qu'elles ne seront pas révisées en 2018. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses qui soient effectives, à mon avis, avant 19 ou 20. Bon, chouette. Donc, on va continuer à envoyer nos patientes dans les pays frères. Malheureusement, je crains. Bon, après, je crains qu'on soit contraint de le faire encore beaucoup, même s'il y a quand même de plus en plus de médecins qui commencent à aller vers des choses qui essayer de repousser un petit peu les limites, tant que faire se peut. Docteur, c'est Olivia Strigari, au micro, pardon. Par rapport justement, ma question c'est par rapport à la tribune que vous aviez faite sur Le Monde avec les 130 médecins, quel est le retour que vous avez eu de la part du ministère aujourd'hui? De la part de, pardon? Du ministère de la Santé, de Madame Buzyn aujourd'hui. Alors, on a eu très peu de retours. On a été vu par la ministre de la Famille qui nous expliquait qu'elle était complètement d'accord avec ce qu'on défendait, qu'on avait tout à fait raison, mais que ils avaient tellement été échaudés avec les problèmes du mariage pour tous que c'était inutile de poursuivre tant qu'il n'y avait pas les élections de toute manière. Donc ça ne passerait pas avant les élections du nouveau président de la République. Et quand on a vu les représentants de la ministre de Marisol Touraine à l'époque, ça a été la même chose. En gros, c'était une fin de non-recevoir. Attendez les révisions des lois de bioéthique, on verra bien. Mais là, nous, de toute façon, on est complètement bloqués. Donc quand on a commencé à aller voir un peu les candidats à l'élection présidentielle, c'est vrai qu'Emmanuel Macron était, avec Bruno Le Maire, les plus en tout cas, les plus enclins à vouloir faire avancer les choses. D'accord. Et des contacts justement avec Madame Buzyn, ministère de la Santé aujourd'hui, ou Madame Schiappa, justement, qui voulait faire bouger les lignes? Mais alors, oui, mais sur le principe, c'est toujours pareil. Ils sont d'accord individuellement. C'est des gens qui sont d'accord pour faire bouger. Après, c'est pas un individu qui décide. Et le problème, c'est que ils ont une telle crainte. Et je peux comprendre que ce n'est pas prioritaire pour eux quand on est dans un gouvernement qui doit faire passer un certain nombre de réformes, sans doute plus urgentes que ce qui se passe en assistance médicale à la procréation. C'est très compliqué de prendre un risque de se mettre à dos une grande partie de la population. Qui pourrait entraver toutes les lois qui pourraient avoir envie de mettre en place, qui semblent plus urgentes. D'accord, merci. Mais aujourd'hui, on a des contacts qui sont globalement favorables, mais on entend bien qu'ils marchent sur des œufs, quoi. Oui, parce que l'avis du CCNE a l'air d'aller dans ce sens-là, mais ça ne semble pas assorti de mouvements de foule qui suivent, en tout cas pour l'instant. Il y avait deux stratégies. Ils ont plutôt opté pour la stratégie d'attendre, on fait passer nos réformes urgentes et on voit le reste après, plutôt que l'autre possibilité était de se dire, on y va tout de suite, on prend le risque de mettre des gens dans la rue, mais vu les résultats des élections, on pouvait très bien penser que les anti-mariages pour tous, vu les résultats des élections, auraient beaucoup de mal à se mobiliser. Ça pouvait être une autre stratégie. Ils n'ont pas opté pour celle-là. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question dans le public, puisque le docteur est avec nous en ce moment? Le professeur est avec nous. Oui? Si on commence à discuter de la révision de la loi bioéthique, on va tout de suite nous opposer ou opposer la question du coût. Alors au fond, je voulais savoir, puisque vous êtes des spécialistes, quel est le coût d'une autoconservation ovocitaire? Il y a un coût qu'on va qualifier de matériel, qui est bien évidemment lié aux hormones qui sont utilisées pour la stimulation, et un coût de laboratoire qui doit s'occuper des ovocytes, les trier ceux qui sont congelables, leur faire subir l'épreuve de la vitrification pour les stocker. Ça peut représenter une somme faible, de l'ordre de quelques centaines d'euros pour ce qui est de la partie biologique. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la société, et notamment la caisse d'assurance maladie, et je parle bien de maladie,
doit avoir, que ce soit, si c'est la branche familiale qui prend en charge, pas de problème, mais je ne pense pas qu'il faille faire porter par l'assurance maladie ce genre de prise en charge sociale. Et donc c'est quelques centaines d'euros. Oui, alors après, je ne sais pas quels sont les tarifs à l'étranger, puisque nous, on n'en a pas mis en place. Lorsque nous congelons, que ce soit Célia ou moi, nous congelons pour de la préservation de fertilité, et on le fait à titre, entre guillemets, gracieux. C'est-à-dire qu'on a, moi je ne les ai pas encore, mais on a des subsides qui doivent venir des ARS pour cette activité qui n'a pas de cotation. Mais ça ne représente pas des sommes phénoménales. Donc, en Espagne, en fait, pour l'instant, et ça va peut-être changer, du coup, à Ivy, dans le prix de la préservation, il y a aussi le forfait de maintenance. C'est bien beau de préserver des ovocytes, il faut garantir aux gens que ça va être stocké dans des machines spéciales, avec des cliniques, des groupes électrogènes, parce qu'on ne peut pas arrêter une congélation, parce que EDF a un problème. Il faut des grosses structures. Et donc, en général, dans le premier cycle de préservation, on va inclure tout ça, pour un minimum de 5 ans. Et pour l'instant, la loi espagnole n'a pas donné de limite en termes de durée pour la conservation de l'ovocyte. Donc un forfait de base pour une préservation de fertilité est aux alentours de 2500, 2700. Et si on répète la tentative, on ne paiera pas la partie conservation à long terme, on va payer que le forfait de base. Donc c'est un petit peu ça qui est proposé actuellement. Mais peut-être aussi que la demande va changer et que donc les propositions en termes de facturation vont aussi se modifier. Voilà. Est-ce qu'on a des questions en ligne de Marseille ou de Lyon? J'adore ça, on va faire comme à la télévision, Allô la technique, en direct de Lyon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà, hop, là, Marseille, OK, hop, on baisse. Il faut monter un petit peu la caméra. Voilà, encore un peu. Ah, c'est nous, ça. Non, non, ce que j'ai dit, mais c'est... Parce que ce qu'on voyait là, c'est la tête de celui qui est là, je ne comprenais pas. Dans le public, y a-t-il levé les bras? Il y a un micro qui est là-bas. Ah, voilà, je vois une image. Il y a Monsieur Tournaire devant. Oui, je voudrais dire un petit mot. Il y a quelques années, j'ai trouvé que la nouvelle de l'autocongélation était une très bonne nouvelle. Parce que, comme obstétricien, j'ai vu, comme beaucoup d'entre nous, des femmes qui arrivaient à 40, 41 ans en disant ben voilà, je veux faire mon enfant maintenant, j'ai trouvé l'homme, dites-moi comment ça va se passer. Et je leur répondais ben, la grossesse se passera probablement très bien, comme à 30 ans, avec quelques aléas, mais qui sont maîtrisable. En revanche, obtenir la grossesse, ça c'est une toute autre affaire. Donc quand j'ai eu la nouvelle de la congélation, je me suis dit, ben, on va donner aux femmes quelques années de plus de fertilité, ce qui va rééquilibrer un peu le temps passé aux études, à la profession. J'ai tellement fait de bruit que je suis retourné au collège, que j'avais un peu quitté depuis quelque temps, et nous avons fait voter une motion très officielle, après discussion un peu ferme, mais avec une majorité tout de même très confortable, qui a fait une motion très officielle en faveur de l'autocongélation sans raison médicale. Quand je m'étais agité, j'ai été écouté aussi au Comité national d'éthique. Et là, j'avoue que j'ai eu une grande déception parce que, comme d'autres, comme René Friedman qui a été entendu aussi, écoutez, nous n'avons pas été entendus. D'aucune façon, vraiment. Et d'ailleurs, je crois que les résultats donnés après 4 ans de retard montrent qu'on n'avait pas été entendus. J'aurais tendance à dire maintenant, le comité éthique s'est prononcé très curieusement pour une méthode qui a fait ses preuves maintenant. Les politiques sont soumis à leurs problèmes de réélection. Je crois que c'est aux professionnels maintenant de mettre le paquet, pardon pour l'expression. Qui sont les professionnels? Désolé, je ne veux pas attaquer Madame Ravel personnellement, mais j'ai lu le livre de Jean-François Wolf, il a la même attitude, on met des freins partout contre cette méthode qui a fait ses preuves. Je crois que c'est à nous, et aujourd'hui, de décider que
il est temps que les professionnels se montrent en faveur de cette méthode. Faute de quoi, les politiques auront tout fait de se réfugier derrière les freins des autres et de certains professionnels. Désolé. Alors moi, j'ai de mon côté des questions de notre communauté en direct de Facebook. Alors j'en ai une... alors attendez, parce qu'on en a beaucoup, c'est difficile de choisir la bonne. Alors, y a-t-il une relation entre une forte baisse de la réserve ovarienne et une infection au papillomavirus ? Non, fin de la réponse. Je ne demande pas qui a posé la question. HPV, réserve ovarienne. Je voulais rebondir un peu sur votre... Non, j'ai pas de scoop sur les virus. Sur votre remarque, il y a quelque chose effectivement dans l'argumentaire qui empêche la congélation ovocytaire de germer. Et une des choses qui, moi, m'étonne, c'est le côté du manque d'expérience, de recul. Alors qu'on peut aujourd'hui intégrer cette vitrification dans la pratique du quotidien et donc obtenir le niveau d'expertise utile pour qu'ensuite, quel que soit le domaine, on puisse avoir les résultats attendus. Il n'y a pas de raison qu'un ovocyte vitrifié donne un résultat différent, qu'il le soit en AMP, en don ou en préservation de fertilité. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a, comme pour l'ICSI, un outil utile. Il faut arriver à le faire... on va dire, arriver à un degré d'expertise de l'ensemble des centres français, au même titre que l'ICSI. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'ICSI et personne ne demande si les enfants conçus pour l'ICSI, qui n'est pas d'indication masculine, ont des problèmes de santé. Je crois qu'il faut vraiment, effectivement, un peu dépoussiérer le raisonnement, en disant qu'on fait de la biologie de qualité, on a le recul, et ça, j'engage, là encore, tous les centres à regarder ce qu'ils font chez eux. Le suivi des enfants, nous, on a pris cette option-là, mais c'est à tous les centres de le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, les choses vont effectivement naturellement prendre leur place et l'ensemble des femmes pourra accéder à cette pratique-là, quelle que soit l'indication qui les amène à réfléchir à cette autoconservation du gamète féminin. Oui, moi je voudrais aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. D'une part, il y a la problématique politique, et ça, pour le coup, c'est une spécificité française, mais ça, je pense que ce sont nos politiques qui ouvrent les parapluies en France, parce que nous sommes un pays qui est traumatisé par différents scandales sanitaires. Je pense notamment au sang contaminé, et je crois que c'est à partir de ce scandale que... tous les politiques maintenant ouvrent les parapluies et du coup ça retentit sur les médecins et les chercheurs parce que là on parle d'une technique mais sur le plan recherche c'est exactement la même chose. Par exemple en tant que chercheur on aurait besoin de travailler davantage sur les cellules souches embryonnaires et c'est extrêmement compliqué en France et on doit être un des rares pays en France, un des rares pays en Europe où c'est aussi contraignant. Donc voilà, ce frein par rapport au développement de la technique, je reviens à ce que vous nous disiez, monsieur, c'est vraiment, je pense, cette frilosité de la part des politiques et de ce principe de précaution typiquement français, et on est tous contraints par ce principe de précaution. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous revenez vers les professionnels, et là, pour le coup, je ne vous rejoins pas, parce qu'effectivement, quand même, la loi a quand même changé depuis... maintenant, donc ça fait pas très longtemps, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, mais maintenant on peut accepter des personnes qui peuvent faire un don de gamètes alors qu'elles n'ont pas encore été parents. Donc il y a quand même eu une ouverture de la part des politiques pour nous aider dans le don de gamètes et qui en même temps a tenu compte de ce développement de la technique. Et c'est dans un but de bénéfice direct pour les donneurs et les donneuses que l'on permet aux personnes qui viennent faire un don de pouvoir garder un certain nombre de gamètes pour eux. Donc c'est un bénéfice direct pour les donneurs. Mais en aucun cas, on n'a accepté la congélation de gamètes pour soi, la sociétale. Donc en fait, vous voyez, quand vous parlez de protocole
c'est à modérer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut congeler des ovocytes dans 2 cas. Soit on va effectivement, dans une démarche d'altruisme et pour aider des couples, on va les donner des cellules et on peut en garder un petit peu pour soi au cas où des histoires de vie feraient que on en aurait besoin plus tard, mais c'est très très faible et c'est très peu probable qu'on ait besoin de les utiliser, ces cellules. Ou l'autre cas, c'est en cas de risque d'infertilité, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et là, effectivement, là c'est justifié s'il y a une indication médicale. Si on sait qu'il y a un risque d'insuffisance ovarienne qui va survenir très tôt, là, on va les congeler, les ovocytes. Et là, on va le faire. Et là, c'est autorisé. Et là, on a le droit de le faire. Donc, vous voyez, je ne vous rejoins pas complètement. Oui, si je peux ajouter quelque chose, vous m'avez dit, mais ce que je savais, c'est qu'il faut un grand nombre d'ovocytes. Une donneuse qui donne des ovocytes, pour qu'elle puisse en récupérer pour elle-même, il faut qu'elle en ait au moins 15 ou 20, si je comprends bien. Oui. Donc, on entraîne des femmes dans un parcours qui est difficile. Et je faisais allusion au protocole, c'est peut-être pas le bon, mais à la loi de 2011 qui a autorisé ce. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les donneuses, quand elles viennent donner des ovocytes, c'est vraiment, et c'est ce qu'on voit de toute façon, hein, nous, même depuis le changement de la loi, les jeunes femmes qui viennent donner leurs ovocytes, c'est vraiment pour aider des personnes. C'est vraiment dans un but d'altruisme et pas un but personnel pour congeler ses propres ovocytes. Mais là, on leur propose de faire le lien. On leur propose à titre de bénéfice parce qu'elles n'ont pas encore eu d'enfants et qu'on ne sait pas ce que la vie peut réserver. Ouais. Pour alimenter le débat dans ce sens-là, j'aimerais bien que la Fédération des sécos puisse, entre guillemets, soutenir la proposition que je peux faire aujourd'hui, puisque je l'utilise dans la FIV au quotidien. J'ai des patientes qui ont réalisé le projet parental. Comme on le sait, on a essentiellement des femmes qui ont recours à l'ICSI parce que monsieur a des soucis. Donc j'ai des femmes jeunes, des ovocytes de femmes jeunes que je souhaite donner à l'accueil parce qu'elles m'ont fait la demande de céder ces ovocytes qu'elles n'utiliseront plus à l'accueil. Et j'attends qu'entre guillemets, la Fédération des sécos puisse faire le travail administratif qui permettrait que je cède ces ovocytes à l'accueil. J'ai les consentements, j'ai tout ce qu'il faut. Et je crois que là encore, on va petit à petit diminuer le nombre d'ovocytes que l'on aura à chercher pour spécifiquement le don. On a des questions de Lyon, de Claire Schneider. Oui, alors on se demandait que deviennent les ovocytes congelés qui n'ont pas été usés en cas de décès de la femme qui l'avait congelé. Elle demande que fait-on des ovocytes congelés dans le cas du décès de la patiente? On les détruit. On les détruit. C'est une partie. Vous parlez dans le cadre de l'autoconservation avant traitement stérilisant, par exemple. C'est ça? Donc oui, effectivement, une fois que la personne décède, les gamètes qui sont stockés au sécos sont détruits. C'est absolument systématique. Et on demande, en fait, quand on stocke des gamètes au sécos, tous les ans, on vous envoie chez vous une lettre de relance vous demandant ce que vous comptez faire de vos paillettes, hein, de vos gamètes, et on attend la réponse. Et donc, quand les personnes sont décédées, effectivement, on a la notion, on a l'avis de décès et... Non. Les morts ne parlent pas. Voilà, et ben du coup, on détruit. Voilà. On ne peut surtout pas donner. Nous avons 2 autres questions de la communauté. La première question, c'est qu'est-ce que fait la communauté européenne, justement, au niveau européen, au sujet des traitements de l'infertilité et toute la législation qui existe et qui est variée d'un pays à l'autre? C'est très très compliqué parce qu'effectivement l'Europe est vraiment caricaturale dans son comportement concernant ce monde de la fertilité, puisque l'association qui s'appelle l'ESHRE, qui est la Société européenne d'embryologie, réfléchit à ce sujet depuis longtemps avec tous les éclairages possibles, et nous avons autant de législation qu'il n'y a de pays, avec des engagements
très diversifiées, des interdictions formelles de congélation d'embryons, c'est le cas de nos camarades allemands, c'est des possibilités de développer ces techniques, y compris hors du cadre médical dans certains pays, et le don de gamètes est très développé dans certains pays pour répondre à des demandes, par exemple, de couples de même sexe ou de familles monoparentales, de femmes qui voudraient un enfant toutes seules. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est pas que les pays aient une position éthique différente d'un pays à l'autre, parce que ça, je le conçois, on n'a pas la même vision de la vie qu'on soit norvégien ou sicilien. Par contre, il y a un effet pervers, c'est que nous avons une administration européenne qui, elle, nous sort des réglementations qui imposent une sorte de supra-pouvoir au-dessus de tout ce qui se fait dans les pays individuels. J'en prends un exemple. Si vous voulez une PMA post-mortem, vous venez faire congeler vos embryons en France et ensuite vous demandez à une instance juridique de l'Europe de transférer les embryons dans un pays où vous allez pouvoir les remettre. Je veux dire, on a, de par cette dérive administrative, une espèce de super-pouvoir qui autorise des choses que les pays eux-mêmes n'acceptent pas. Donc ça, c'est assez difficile de voir où ça va s'arrêter, mais je pense qu'il faudrait que les politiques s'intéressent également à cet aspect-là. C'est une espèce d'uniformisation administrative qui va à l'encontre des sensibilités des différents pays. Moi, je voudrais compléter ce que dit Pierre Boyer sur un autre thème. C'est vrai que l'Europe, on a du mal à concevoir au niveau politique ce qu'elle fait, si elle freine, si elle autorise, si les systèmes sont complexes et différents. Par contre, de temps en temps, on peut la solliciter sur le plan éthique pour positionner des traitements. Et notamment, l'Espagne est le seul pays d'Europe qui a demandé au tribunal européen de statuer sur qu'est-ce que c'est un don d'ovocytes commercial et un don d'ovocytes altruiste. Et l'Europe s'est positionnée très différemment de la France, dans le sens où il n'y a pas de pays qui propose une technique avec des risques sans compenser sur le plan d'assurance le risque encouru par la personne. Et donc, quand le don d'ovocytes espagnol a été proposé, avec le fait qu'il y a une compensation minimale qui est indexée par le ministère de la Santé sur le coût de la vie dans chaque ville où c'est fait. Donc, par exemple, une donneuse d'ovocytes le fait à Madrid avec un coût de la vie particulier. Si elle le fait dans un village d'Asturie, eh ben, elle n'est pas indemnisée de la même façon. Et les Espagnols ont voulu réfléchir sur le fait de cette compensation obligatoire ou pas. Et la conclusion de l'Europe avec plusieurs pays différents et des juristes ont conclu que le don d'ovocytes devait être compensé pour compenser le risque de la ponction et la stimulation ovarienne, et qu'il était inhumain de ne pas compenser cet engagement personnel, et qu'il devait être évalué sur un minimum de risque. Il est évident que si le risque est évalué par une assurance privée, on dira que le risque pourrait être grand pour une complication et que l'assurance privée va maximaliser à 10 000 €. Mais le risque minimal induit par les inconvénients d'un traitement, les risques à distance qu'on ne connaît pas totalement et une ponction, eh ben la base de 800 €, 1 000 € avait été fait comme un minimum et avait été comme un dû obligatoire du fait que la personne engageait sa générosité personnelle, mais aussi sa santé pour aider les autres. Donc cette pensée française que compenser une stimulation ovarienne avec une ponction indemnisée sur une base très modique et du commerce avait été remis en question par le tribunal européen, et le don d'ovocytes français n'est pas éthique pour l'Europe, et le don d'ovocytes espagnol devenait éthique alors qu'on n'avait pas pensé que ça pouvait être. Non, je suis désolée, excuse-moi. Non, parce que nous, les donneuses en France, elles sont quand même dédommagées. Elles sont dédommagées, c'est-à-dire que quand elles ont des frais de transport, quand elles ont des frais de garde, sur facture, on rembourse exactement tous les frais qui ont été engagés par la donneuse, des frais de garde d'enfants, des frais de carence de travail, et ça peut des fois s'élever à 1 000 €. Ah, c'est bien, non ?
C'est pas que c'est bien, c'est normal. Donc, je peux pas vous laisser dire qu'en France, on ne dédommage pas les donneuses. C'est pas vrai. Nous, on les dédommage. On peut vous montrer les comptes. Au Sécos de Rennes, on a des dédommagements qui s'élèvent des fois à 800, 900 euros par donneuse. Donc, il est hors de question que ça leur coûte de l'argent. Et donc, c'est vrai que on est. C'est pas que ça évolue, ça a toujours été comme ça. Par contre, l'Europe s'était prononcée pour l'histoire des forfaits en disant que pour qu'il n'y ait pas de dérive du système et qu'il n'y ait pas des gens qui gonflent les frais d'un côté ou de l'autre, l'Europe s'était prononcée plutôt pour un forfait fixe qu'un forfait adapté à chacun, parce que dans certains systèmes, ils avaient trouvé qu'il y avait des dérives et les gens pouvaient doubler cette indemnisation. Et là, il y avait un aspect commercial qui était quand même évident. Donc l'Europe s'était plutôt prononcée pour, on préférait un forfait fixe indexé sur le coût de la vie que des systèmes où on justifie par des tickets ce qu'on a fait comme action, mais c'était un détail. Et donc, mais c'est très bien que les systèmes évoluent dans ce sens-là. Donc l'Europe peut servir à quelque chose. J'ai une dernière question provenant de notre communauté. On prendra la vôtre après. Dans le cas d'un cancer du col de l'utérus, peut-on être éligible aux critères français liés à la conservation des ovocytes? Je voulais que je la répète. Dans le cas d'un cancer du col de l'utérus, peut-on être éligible aux critères français liés à la conservation des ovocytes? Tout dépend du cancer du col. C'est-à-dire que si c'est un stade simple pour lequel il y a juste une amputation ou autre chose, effectivement, s'il y a une radiothérapie derrière, on peut lui faire de l'autoconservation. Si c'est un stade avancé pour lequel elle va avoir une intervention chirurgicale complète, on sera au-delà de la conservation, puisqu'elle aura une hystérectomie, ce qui règle sa fertilité par ailleurs. Donc voilà la réponse un peu radicale à la question. Donc faites-vous vacciner contre l'HPV, ça vous évitera de vous retrouver dans cette situation. À moins qu'il y ait des anti-vaccinateurs ici, auquel cas on va pouvoir discuter. Il y a une question du public. Apparemment, il ne marche pas le micro. Le micro ne marche pas, mais je peux m'adresser directement. J'avais deux remarques, en fait. Je voulais revenir sur ce que vous disiez là, juste à l'instant, merci, Madame Ravel, concernant le fait que donc, les femmes qui viennent faire un don sont remboursées de leurs frais. Ça, c'est juste pour que ça ne leur coûte rien, mais ce n'est pas les dédommager pour le geste. Mais c'est l'équivalent de ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que plutôt que de faire un... Non, ce n'est pas la même chose. Aucun rapport. Si, parce que en Espagne, les donneuses doivent payer elles-mêmes leur traitement. Non, pas du tout. Parce que c'est la RSE qui Donc, je continue ce que j'étais en train de dire. Merci. Mes deux remarques portaient justement sur la question du don. Donc, on a vu une contradiction qui est que, à la fois, on considère que quand une donneuse décède, c'était la réponse, votre réponse, quand une donneuse décède, quand une femme a conservé ses gamètes, oui. Et pas ses embryons, j'insiste, ses gamètes, et qu'elle décède, on va détruire ses gamètes. Or, la loi française dit que pour tout le reste des organes, on va dire, pour le don d'organes, on est tous des donneurs potentiels à notre décès. Donc, ça veut bien dire que finalement, on n'envisage pas de la même manière les gamètes et les organes. Or, on n'arrête pas de nous dire que le don de gamètes, c'est comme un don de sang ou un don d'organes. Ça, c'est une contradiction que je voulais soulever. Donc, c'est la première chose. Oui. Et la seconde, et après, je laisserai les intervenants débattre, c'était le fait qu'il y a encore une fois une contradiction, il me semble, dans le fait que, dans l'esprit de la loi du décret, au moment où on a pensé le fait de pouvoir permettre aux femmes qui sont donneuses d'ovocytes et qui n'ont pas d'enfants, parce que c'est ça l'origine, si on a ouvert le don d'ovocytes aux femmes qui n'ont pas d'enfants, on leur a proposé en retour, en fait, en termes d'assurance, si elles-mêmes se retrouvaient face à une infertilité, alors c'est pour cette raison qu'il faut conserver des ovocytes pour elles. Or, vous l'avez très bien dit dans votre présentation, il faut un certain nombre d'ovocytes, ou plutôt, il ne faudrait pas mentir aux femmes en leur disant « on vous préserve une fertilité ». Donc il y a quand même une hypocrisie dans cette loi qui dit que, eh bien oui, on fait une ponction, il y a 8 ovocytes, on en envoie 5 ou 6 au don, et puis il en reste 2. Donc en fait, ce n'est pas du tout une préservation de la fertilité de cette femme qui a donné. Donc en fait... Tout à fait. Oui. Mais ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord, mais on est tous pas d'accord. C'est pour ça que je vous parle de bénéfice direct, pour que cette personne qui vient faire un don puisse avoir son
voilà, un bénéfice personnel. Mais quel est-il quand il y a 2 ovocytes ? Parce que, en fait, quand on vient faire un don, c'est pas avec le but de garder des ovocytes pour soi. Et la personne qui vient faire un don à ce moment-là, ça veut dire qu'en général, si elle est acceptée, si elle est éligible, c'est qu'elle a une bonne réserve ovarienne et que son bébé, elle le fera sans ses ovocytes congelés. Mais ça, on n'en sait rien. Si elle oui, non, mais tout à fait. C'est bien pour ça qu'on les congèle. C'est justement parce qu'on n'en sait rien qu'on lui congèle quelques ovocytes. Mais on lui congèle 2 ovocytes, vous savez bien le pourcentage de chance qu'elle a. Donc en fait, pourquoi on lui congèle ? Mais on sait très bien, dit... on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord de la carence de cette loi. Et c'est pour ça que moi, mon message, c'est de bien vous faire comprendre que quand on vous dit on a des ovocytes vitrifiés, ça ne veut pas dire qu'on vous a préservé votre fertilité et que vous allez avoir un bébé à l'arrivée. Ça a toujours été mon message. Mais là, la loi permet un bénéfice direct. Mais quel bénéfice, puisqu'il vous venez de nous dire qu'il n'existe pas ce bénéfice. Ah non, j'ai pas dit qu'il n'existait pas. Il y a quand même deux ovocytes. 2 ovocytes, c'est très faible, mais c'est. Donc, bref, donc ma remarque était que, et j'aurais aimé avoir peut-être d'autres intervenants en fait qui auraient pu exprimer leur voix concernant cette contradiction en France autour du fait que à la fois on dit aux femmes que on va conserver une partie de leur fertilité si elles font un don parce qu'il y a un risque pour elles potentiel, ou plutôt si elles-mêmes ne peuvent pas avoir d'enfants, alors elles vont quand même, on va leur garder des ovocytes. Or, on voit bien que s'il y en a que 3 ou 5 même de préserver, il y aura finalement pas de garantie de quoi que ce soit. Donc, comment aujourd'hui, quand on est praticien et que l'on n'est pas déjà investi dans une cause, on a aussi vu le professeur Greensberg tout à l'heure qui s'est exprimé, ou monsieur tout à l'heure qui est intervenu en disant mais peut-être que c'est aussi à nous, médecins, de faire changer les choses. Comment fait-on, et là vous faites partie de la fédération des sécos, comment les sécos arrivent à penser cette question-là, puisque des gens même de votre corps de métier pointent du doigt ce genre de contradiction, et pourtant, il me semble, de l'extérieur, qu'on ne voit pas de mouvement de la part du sécos et de la Fédération des sécos, qui serait pourtant le premier appui pour faire changer les choses en France sur ces questions-là. Pourquoi le sécos ne se mobilise pas ? C'est bien le but de ma présence ici, justement. Donc, au contraire, je suis là pour vous soutenir et pour essayer d'améliorer les choses. C'est une chercheuse, hein, c'est pas une patiente. Juste par rapport à votre première question, je voulais juste vous dire aussi que pour l'instant, on n'a pas non plus des banques surchargées d'ovocytes de patientes qui ont préservé leur fertilité. Voilà, on n'en a pas beaucoup. Donc, on n'est pas encore en surnombre pour pouvoir en disposer, pour pouvoir ensuite le distribuer éventuellement à d'autres personnes. Donc, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Non, mais en tout cas, vous détruisez les ovocytes. Parce que la loi nous oblige, oui. Oui, parce qu'elle décède. Donc, avec les révisions de la loi de bioéthique, ça peut... Ah ben, le conjoint n'a aucune place. Des ovocytes, c'est pas un embryon. Les ovocytes sont les gamètes de la femme. Et donc, si la femme décède, les ovocytes sont détruits. Ah ben bien sûr, oui. Contrairement à l'embryon, où l'embryon est dépendant des 2 personnes du couple. Oui, tout à fait. Ouais. Une dernière question, et on va pouvoir qu'on passe à la table ronde suivante. Oui, bonjour. En fait, moi, j'ai réalisé une autoconservation pour moi-même l'année dernière à l'âge de 30 ans. Je suis là. Et on m'a demandé immédiatement ce qu'on ferait de mes ovocytes s'il m'arrivait un problème de santé ou si je décédais. Et dans les options, il y avait la destruction, le don ou donner les ovocytes à la recherche. Et oui, avant de tout commencer, j'ai dû signer ce consentement pour savoir ce qu'on ferait des gamètes, quoi. Donc je me demande pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil avec les patientes, même si elles autoconservent pour des raisons médicales, elles peuvent aussi signer un consentement pour donner les ovocytes ou pour les donner à la recherche, pour qu'il n'y ait pas de destruction. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on m'a prélevé 20 ovocytes en me disant qu'avec 20 ovocytes, on ferait 3 tentatives, c'est-à-dire qu'ils seront décongelés 6 par 6. Donc 3 tentatives avec 20 ovocytes, ça veut dire qu'avec 2 ou 5, c'est quasiment rien. Hein. Donc, mais ça, je suis d'accord. Quand une femme donne et qu'on veut conserver pour elle, il faudrait qu'elle donne d'abord pour elle-même 20 ovocytes et qu'ensuite elle fasse un deuxième don éventuellement, quoi. Et ce qu'on fait en France actuellement, c'est qu'on lui fait faire un don et qu'on prend les 5 premiers minimum pour le don et qu'elle reçoit le reste. Donc le respect de la donneuse, là... C'est pas le respect de la donneuse, c'est que là, la donneuse, elle vient pour donner, elle vient pas pour auto-conserver.
C'est ça le. Oui, mais on lui dit qu'elle a une garantie. On lui dit qu'elle a une garantie pour l'inciter à donner. Non, c'est pas pour l'inciter à donner, c'est juste pour qu'elle ait un bénéfice direct. Oui, mais il n'y a pas de bénéfice. Ça, qu'on vous explique, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. Il y a un bénéfice direct, puis il y a quand même des gamètes qui sont congelées. Non, là, je suis pas d'accord avec vous. Et le deuxième point, c'était. Redites-moi, parce que du coup, j'ai. Les trois options. Ah oui, les 3 options. C'est parce qu'en fait, nous, les gamètes qui sont données au don, en fait, on assure quand même toute une sécurité sanitaire derrière. Et ça veut dire que le donneur ou la donneuse va passer par tout un circuit, comme ça avait été présenté par le... Non, mais non, tu vas pas voir le généticien avant, pour une préservation de fertilité, tu n'as pas le bilan génétique, tu n'as pas la consultation psychologique, et tu n'as pas exactement le même bilan sérologique, qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus important que dans le cadre de la conservation, l'autoconservation. Donc comme ça n'est pas le même circuit, c'est un circuit qui est beaucoup plus complexe. Quand vous venez pour préserver pour vous, en général, c'est parce que vous allez être malade, que vous allez avoir un traitement assez lourd. Donc nous, on ne va pas vous demander de passer aussi par le circuit qu'on fait passer à nos donneurs et à nos donneuses. C'est beaucoup trop lourd pour des personnes qui vont avoir une chimiothérapie, par exemple. Donc on préfère jeter les ovocytes qui pourraient avoir un risque d'être défectueux plutôt que de donner des ovocytes en prenant le risque qu'ils soient défectueux, quoi. On préfère les jeter alors qu'on est en carence dedans. C'est-à-dire que comme on veut quand même garantir un minimum de qualité des gamètes qu'on va donner, effectivement, c'est triste de dire ça comme ça, mais il faut que ce soit des gamètes quand même dont on a connaissance d'un certain nombre de critères avant de pouvoir les donner à d'autres couples, oui. Ouais. Ceci dit, pour répondre à la précédente intervenante, je ne suis pas sûre que les sécos ont pour vocation à rediscuter la loi. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain. Ils peuvent faire état de ce qui se passe sur le terrain, des retours des patientes qui viennent les voir, mais ils n'ont pas pour vocation à rediscuter la loi. C'est pas ça que je voulais dire, mais les médecins non plus, ils se sont mobilisés pour autant. C'était juste ça. Les médecins se sont mobilisés. Non, mais pas tous, et apparemment pas la fédération des sécos, ou en tout cas pas le discours qu'on a eu aujourd'hui. Je suis désolée. La teneur de votre présentation nous montrait bien que vous étiez, en tout cas, vous avanciez des solutions différentes de ce qui était proposé par d'autres personnes. Le médecin est un praticien qui peut agir seul. Le sécos, pas complètement. Donc, en fait, il n'a pas pour vocation, il n'a pas la capacité aussi à porter sa voix autant et aussi bien que 130 médecins qui signent une tribune sur Le Monde. Donc, je pense qu'ils peuvent faire état du terrain, ils peuvent intervenir auprès des ministères, expliquer la situation. Mais pour autant, ont-ils vraiment la vocation à faire bouger les lignes ? Moi, je n'ai pas été convoquée par la ministre de la Santé, elle ne connaît pas mon avis. Je vous ai donné, moi, mon avis personnel, c'est mon avis de femme. Je suis chef de service d'un sécos. Je vois des femmes qui sont malheureuses parce qu'elles n'ont pas été informées assez tôt des problèmes de fertilité. Voilà, moi, je vous donne mon avis personnel. Je suis chef de service d'un sécos et je vous donne mon ressentiment. Mais moi, je n'ai pas été invitée par les ministres. Personne ne connaît mon avis au niveau de l'Académie de médecine. Voilà. Et donc, moi, je vous donne mon avis. Après, c'est pas le sécos en tant que tel. C'est une fédération. On essaye de travailler tous ensemble et d'harmoniser nos pratiques. Mais effectivement, il y a toute une lourdeur administrative pour laquelle nous, on ne peut pas non plus... on ne peut pas s'opposer de façon personnelle. Je voudrais juste, en 2 mots, quand même renvoyer la réflexion dans le camp, justement, de ceux qui ne sont pas médecins. Vous avez sûrement beaucoup plus de pouvoir que nous et il n'y a aucune raison qu'on soit systématiquement impliqué dans la reproduction. C'est un problème de société, il n'y a pas que la médecine pour y répondre, et il y a probablement des moyens d'organiser, sans mettre à contribution l'assurance maladie, encore une fois, à ce que les acteurs de la société civile ont envie de voir émerger. On peut très bien imaginer du don de sperme aussi sécurisé que celui qui est fait dans les banques de sperme aujourd'hui, être organisé dans des organismes surveillés, mais qui n'auraient pas forcément pour vocation de répondre à des indications médicales, si c'est ce que veut la société. Et donc là, je pense que les sociologues, les psychologues, les politiques ont une réflexion à mener, mais c'est pas le médecin qui va donner les limites. Le médecin, il est là pour s'occuper de la maladie. Ça me paraît être quelque chose auquel il faut rester attaché, et le médecin n'a pas pour vocation de faire bouger les lignes de la réflexion sociétale. Je suis désolé, je suis un petit peu maître du temps.
Donc il va falloir un peu gérer les frustrations de tout un chacun. Il y en a un certain nombre qui vont intervenir dans la table, la ronde suivante, que je reconnais dans la ligne. Donc si on veut, on va poursuivre ça en off, mais si on veut pas finir à pas d'heure, genre 19h, 20h, ce qui moi me dérange pas, j'ai rien d'autre à faire ce soir. Donc je propose que le débat qui est bien agité se pose là, et je vous remercie tous d'avoir donné vos idées, d'avoir de temps en temps, on est obligé d'avoir non pas une langue de bois, mais de la loi, et la loi, nul n'est censé l'ignorer, et malheureusement, on est dans un pays de la loi. Hein, les Chinois nous appellent Fagua, c'est pas une raison. C'est une raison. Donc je propose de vous remercier.